Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Le président de l'ONG SUSMEC, Saturne Komlan-Ronkpé, à la faveur d'une déclaration de presse ce mardi à Cotonou, a fait le point de la participation de son institution à la présidentielle du 11 avril dernier. Selon lui, le processus électoral a été bien organisé sur l'ensemble du territoire national. Le mois de Ramadan a démarré depuis quelques jours. Au cours de cette période sacrée, le croyant doit respecter certaines restrictions. Qu'en est-il du musulman gynécologue? Élément de réponse avec l'islamologue Bachirou Lassisi. À suivre également dans cette édition la définition de la réincarnation. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a adressé un message de félicitations à M. Patrice Talon à l'occasion de sa réélection au poste de président de la République du Bénin. Dans son message, le souverain exprime également ses vœux sincères de plein succès et au chef de l'État dans l'accomplissement de ses hautes fonctions. Le roi Mohamed VI se félicite à cette occasion des relations excellentes d'amitié qu'entretiennent le Royaume du Maroc et la République du Bénin, assurant le chef de l'État béninois de sa ferme détermination à continuer à œuvrer avec lui en vue d'élargir des domaines de coopération bilatérale au service des deux peuples et du continent africain. À travers une déclaration de presse qui s'est tenue ce mardi 20 avril 2021 au Champ d'Oiseaux à Cotonou, l'ONG SUSMEC a fait le point de ses constats sur le terrain dans le cadre de la dernière présidentielle qui est en train de s'achever. Par le biais de son projet Élection, démocratie et paix, l'ONG avait déployé plusieurs observateurs sur le terrain dans le cadre du scrutin du dimanche 11 avril dernier, plus d'une semaine après la tenue du scrutin et tenant compte des résultats provisoires publiés par les instances en charge de l'organisation du scrutin. Saturne Komlan-Ronkpé, président de l'ONG, a rappelé les différentes étapes qui ont conduit le processus électoral lancé depuis le 11 janvier dernier qui tend vers sa fin, suivant un extrait de sa déclaration avec Abdelkader Achirou. Sauf contestation de dernière minute, le duo Talon-Talata, déclaré vainqueur au premier tour de cette élection présidentielle par les 7 sages de la Cour constitutionnelle, sera définitivement reconnu et investi comme le duo présidentiel devant conduire la destinée commune de notre pays pour le prochain quinquennat. Le chemin qui aura conduit à cet heureux aboutissement n'aura pas été sans embûches et sans heurts. Les difficultés ont fait frémir et susciter crainte et peur. Mais le peuple béninois souverain a su, une fois encore, donner la preuve de sa maturité démocratique en surmontant les difficultés qui ont semblé mettre à mal la paix et l'unité nationale. C'est le lieu pour les différents organes de gestion de l'ONG SUSMEC de se féliciter pour leur implication très active dans le processus électoral, aussi bien en amont qu'en aval. Consciente en effet que cette élection présidentielle, qui s'est déroulée dans un environnement de réforme électorale et législative sur fond de tensions, d'opposition et de conflits politiques, l'ONG, en tant qu'organisation de la société civile, a dès lors pris la résolution de jouer sa partition. Dans ce cadre, et conformément à ses objectifs, à savoir œuvrer pour la paix et contribuer au renforcement des acquis démocratiques, elle a mis en place un projet dénommé Élection, démocratie et paix. Et à cet effet, et dans la mise en œuvre de ce projet, l'ONG a mené diverses activités avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2021. Avant l'élection de 2021, l'élection présidentielle bien évidemment, dans le but de contribuer à l'organisation d'une élection présidentielle apaisée, crédible et transparente,
Les responsables de l'ONG, après l'obtention des résultats d'une étude commanditée à l'interne, ont entrepris une série d'échanges avec tous les acteurs impliqués dans le processus électoral, à savoir les partis politiques, Union progressiste, Force pour un Bénin émergent, les démocrates et l'UDBN. Les institutions de la République, la Sénat, la RAC, le Conseil économique et social, les ministère de la Justice, des Affaires étrangères, des infrastructures et du transport, des mines et de l'eau, et les confessions religieuses, à savoir la conférence épiscopale, l'Union islamique du Bénin et le Haut Conseil des rois du Bénin, sans oublier les échanges avec certaines ambassades. Après ces nombreux constats et échanges avec les acteurs impliqués dans le processus électoral et au regard des propos recueillis, l'ONG SUSMEC a pris sur elle la responsabilité de jouer à la carte d'apaisement à travers une série d'actions que sont la déclaration de presse du 22 décembre 2020 au Champ d'Oiseaux de Cotonou, dans laquelle l'ONG a fait une série de propositions aux différents acteurs pour la tenue d'une élection apaisée. La diffusion d'une suite de communiqués et de messages d'appel à la paix dans plusieurs canaux, journaux, télévision, affiches et réseaux sociaux. L'initiation d'une cérémonie de signature d'une charte de la paix par les 2 candidats retenus pour la présidentielle, une initiative finalement mise en œuvre par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et c'est le lieu de l'en féliciter. Pendant l'élection présidentielle, pour le déroulement même de l'élection présidentielle, c'est-à-dire le jour du scrutin, la présence de l'ONG SUSMEC s'est fait fortement remarquer par une mission d'observation à travers les 77 communes que comptent les 12 départements de notre pays. Il faut rappeler ici que pour cette mission nationale d'observation de l'élection présidentielle pour laquelle l'ONG a été accréditée par la Sénat, nous avons déployé 952 observateurs répartis dans toutes les communes sur l'ensemble du territoire national. Restons avec Saturne Komlan-Houkwe, président de l'ONG SUSMEC. Dans son intervention, il a fait part des observations et des recommandations de son organisation non gouvernementale dans le cadre de l'élection présidentielle au Bénin. Propos recueillis par Abdelkader Achirou. Au titre des constats, le vote s'est déroulé normalement sur l'ensemble du territoire national, avec cependant des poches de violence vite maîtrisées dans la partie centrale et septentrionale du pays. Sur 950 postes de vote couverts au démarrage, 621 ont ouvert à 7 heures. Ainsi, la majorité des bureaux de vote ont ouvert à l'heure même. Si par endroit, dans le Mono, l'Ouémé et le littoral, certains ont ouvert légèrement avant ou après l'heure. De façon générale, la majorité des retards n'a pas excédé 1 heure d'horloge. De nombreux centres de vote sont restés sans la présence permanente des forces de sécurité et de défense. Le vote s'est déroulé dans le respect des gestes barrières. Des postes de vote ont été fermés un peu avant l'heure réglementaire et des postes fermés et délocalisés vers les arrondissements pour le dépouillement pour raison d'insécurité des agents électoraux. Un ensemble de constats qui n'entachent pas la crédibilité du scrutin. Nous voudrions ici attirer avec insistance votre attention sur un fait majeur. Il s'agit de la polémique autour du taux de participation lors de cette élection présidentielle. Nous avons confronté nos chiffres mis à notre disposition par nos observateurs et nous pouvons vous dire, sans risque de nous tromper, que le taux de participation
est bien sûr au-delà de 50%. Un taux officialisé par l'instance chargée d'organiser les élections en République du Bénin. C'est simplement vous dire que nous sommes totalement en phase avec la Sénat. Au titre des recommandations, à l'endroit des institutions de la République, œuvrer pour des élections consensuelles, sécurisées et transparentes, renforcer le professionnalisme des forces de l'ordre pour la maîtrise des violences en période électorale, trouver le cadre approprié pour le règlement des tensions politiques en période électorale en privilégiant la recherche du consensus, du dialogue et du compromis. À l'endroit des partis politiques et du peuple béninois, l'ONG recommande de renforcer la sensibilisation et le sens de responsabilité de leurs militants pour la sauvegarde de l'unité et de la cohésion nationale. Éviter le recours à la violence pour la préservation de la paix et de l'unité nationale. Éviter à tout prix les propos tribalistes et régionalistes en période électorale. Maintenir la veille citoyenne et les appels à la paix. Promouvoir l'esprit de la nation et de patriotisme. À l'endroit du chef de l'État, former un gouvernement d'union nationale. Créer un climat favorable au dégel de la cristallisation des divergences politiques. Instaurer un climat de confiance et ouvrir un dialogue avec tous les partis politiques. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, était dignement représentée lors de la déclaration de l'ONG SUSMEC sur le processus électoral qui s'achève au Bénin. Le parti était représenté par son porte-parole Jules Léandre Kitty et sa vice-présidente Christine Arrondinou Zissou. Cette dernière a fait part à la fin de la cérémonie de ses impressions et rappelé la contribution de sa formation politique à la mobilisation pour l'obtention du taux de participation honorable obtenu. Elle s'exprime au micro d'Abdelkader Achion. Mes impressions sont bonnes, je suis satisfaite. Je réponds que la présidente, en son nom j'interviens, c'est réel, et en son nom et à mon nom propre, j'adresse toutes mes félicitations au président de la République pour avoir su mettre en place toute la sécurité nécessaire pour que ces élections se passent dans les formes les plus apaisées possibles. Il a tout mis en place pour sécuriser et la population et l'organe chargé de la supervision des élections, c'est vraiment à son actif et nous lui adressons toutes nos félicitations à l'UDBN, sa présidente et nous, ses militants. Les observations faites par l'ONG SUSMEC sont les nôtres parce que sur le terrain, on a bien constaté que les militants sont sortis à plus de 50% pour aller aux urnes élire le duo qui les intéresse. Ce travail vient conforter le résultat de la Sénat, qui est le seul organe dans notre pays habilité à donner les taux de participation et le duo gagnant. Tout le monde a vu comment l'UDBN s'est battu dans toutes les contrées, en pré-campagne, en campagne. On n'a pas lésiné ni sur les moyens physiques, ni sur les moyens matériels pour faire la campagne en bonne et due forme. On n'a laissé aucun rameau où on n'a pas dit sortez, allez élire celui qui vous intéresse, le duo qui vous intéresse. Et l'UDBN a vraiment mouillé ses maillots pour le dire et pour le faire. Nous étions sur le terrain, présents sur le terrain, et personne ne pourra dire le contraire. Il faut aller aux urnes pour exprimer ses désirs et non aller dans la rue pour faire des casses. J'espère que prochainement, tout le monde va entendre ce cri qui est le cri de l'UDBN. Un gynécologue musulman peut-il exercer durant le mois du Ramadan?
C'est à cette question qu'a essayé de répondre l'islamologue Bachirou Lassisi, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam et commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Voici un extrait de ses propos recueillis par Abdelkader Achirou lors de l'émission Free Matin de ce mardi. Comme nous devons le souligner au premier abord, est que le gynécologue ne fait pas partir des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rayé ou bien a dispensé du jeûne du mois de Ramadan. Voilà ce gynécologue qui doit jeûner parce que c'est une obligation. Kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Alors, et si ce gynécologue jeûne, est-ce qu'il peut travailler ou pas? Nous comprenons un peu son travail parce qu'il est tellement en contact avec surtout un sexe féminin et que parmi les choses ou bien les interdits ou bien quelques aspects qui peuvent gâter le jeûne du mois de Ramadan est que si nous avons un désir, voilà que ce gynécologue est chaque fois en contact permanent avec ce que nous savons. Donc là maintenant, la situation devient un peu compliquée. Pourquoi? Parce qu'il peut exercer ce métier avec des conditions. Lesquelles par exemple? Oui, la première condition est que si lui-même, il sait qu'il peut s'abstenir, c'est qu'il peut travailler sans que il n'y ait aucun gêne, ou bien un désir. Parce que c'est un désir frappant. Il ne doit pas avoir de désir, puisque c'est son travail. Normalement, c'est son métier. C'est pourquoi nous voulons dire, si vraiment, dans le mois de Ramadan, il en aura des problèmes, c'est qu'il en avait des problèmes lorsqu'il n'était pas en jeûne. Donc ça veut dire qu'avant le jeûne... Avant le jeûne et après le jeûne, c'est la même chose. Quand il examinait, ça veut dire donc, ce qui veut dire que... S'il n'a pas d'effet, il peut jeûner. Non, il peut jeûner. S'il n'a pas d'effet, il peut gêner. Et normalement, il ne doit pas avoir d'effet parce qu'il doit savoir que la fornication aussi, c'est l'une des interdictions de l'islam plus fort et plus dure. Car Allah a interdit, voilà taqrabu zina. Ne vous approchez même pas de la fornication. Donc, le gynécologue, normalement, doit exercer son métier. Parce que c'est un métier. Et il a déjà appris avec son métier la manière de s'abstenir. De se maîtriser. Et c'est ça qui veut dire le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas de laisser le manger et le boire, non. Mais d'essayer de maîtriser son corps et de s'abstenir de tout ce qui peut gâter le jeûne. Alors, et l'islam ne veut pas dire que le gynécologue va abandonner ce métier, non. Parce que l'islam tient beaucoup à l'être humain. Et respecte l'âme. Comme il a dit dans le Coran, « Man qatala nafsan » celui qui tue une seule âme, c'est comme il a tué toute l'humanité. Celui qui a sauvé une âme, c'est comme il a sauvé toute l'humanité. Donc, si les gynécologues abandonnaient le travail, est-ce que nous n'allons pas retrouver des cas de décès partout dans nos situations de vie, dans nos familles? Donc, le gynécologue va continuer à exercer son métier, mais il va beaucoup prier pour être beaucoup plus prudent, surtout que vraiment, il n'y a pas le Satan là qui va le gêner parce qu'il est déjà parti. Le Satan est déjà enchaîné, celui qui voulait le troubler pour que quand même dans sa tête il met. Mais s'il est troublé finalement maintenant, donc il doit savoir que c'est lui-même son Satan. Parce que nous avons deux sortes de Satan, minal jinnati wa nas. Nous avons le Satan parmi les génies et qui sont maintenant enfermés en prison, et aussi les satans de l'être humain même, donc qui peuvent le conduire à commettre des péchés. Alors, il doit beaucoup faire de rappel d'Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Il faut qu'il soit en contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec des évocations, des rappels, pour qu'il puisse continuer à exercer son métier, pour sauver l'humanité, et pour aussi préserver sa religion, les deux qui sont une identité, et surtout que l'islam respecte le travail d'un homme. Il interdit de demander. Donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'aider nos gynécologues musulmans qui sont en jeûne
et pour qu'Allah les assiste et que les jeunes soient acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. L'arrondissement d'Oumako, lieu d'origine du roi du Agbadja Kpachavi, reste de manière indéniable la capitale du rythme Agbadja au Bénin. Cet arrondissement a abrité le 2 janvier 2021 la 3e édition du festival Agbadja authentique. Occasion rêvée pour explorer les troupes Agbadja, les autres rythmes du centre du Mono. Retour sur cette 3e édition avec Carles Kitome. Dans le département du Mono, Oumako, un arrondissement de la commune de Komé, a vibré le 2 janvier 2021 au rythme de la 3e édition du festival Agbadja authentique, une initiative du Bureau fédéral pour le développement de cet arrondissement. Je nous souhaite un agréable moment de détente et un bon festival. Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux, les meilleurs, en ce moment où la communauté de Oumako va prouver encore une fois au monde entier quel est le berceau du rythme Agbadja. Sur ces mots, je vous souhaite bonne fête du rythme Agbadja authentique. Vive la commune de Komé, vive la jeunesse, vive la culture au développement, vive Agbadja. La communauté Wati du Bénin s'identifie à ce rythme. C'est notre identité. C'est alors qu'il urge de demander la main forte des autorités pour la construction d'un musée historique à Agbadja. Pourquoi n'y aurait-il pas, dans quelques années, pour la 5e édition par exemple, montrer les manches à travers l'organisation d'une compétition internationale du rythme culturel Agbadja, tout en faisant un clin d'œil vers le Ghana, le monde qui attend, vers le Ghana, la terre de la genèse du dit rythme, le monde qui attend baigner mon adolescence jusqu'à ce jour. Les enfants de Oumako rêvent de porter au sommet ce rythme commun à 3 pays que sont le Bénin, le Togo et le Ghana. Spiritualité à présent, que peut-on comprendre du mystère de la réincarnation? Élément de réponse avec le spiritualiste Ricardo Aguégué au micro de Jacques Mauno d'Almeida. Tout d'abord, nous devons comprendre que nous sommes une entité qui est née, qui s'est incarnée sur Terre. Tout autant que nous sommes, nous avons a changé plusieurs fois d'enveloppe. Nous nous sommes incarnés plusieurs fois. Et d'abord, le processus de la vie passe des minéraux. Ce stade des minéraux, on vient au niveau des végétaux on vient des animaux, et puis on arrive au niveau de l'humain. Maintenant, au niveau de l'humain, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, après la mort physique, bien sûr, la mort change de dimension. Et en changeant de dimension, pour ceux qui sont sur le plan physique, ils disent que la personne est décédée, ne va plus le vivre. Mais vous aurez dû constater que dans nos pratiques, dans nos religions endogènes, les gens disent souvent que l'âme, souvent si c'est la maman qui décède et que c'est une fille qui naît le même jour, on l'appelle cette personne, il y a pas aussi, je pense, cet exemple-là, c'est-à-dire que c'est la maman qui s'est réincarnée. En fait, nos parents dans nos religions endogènes connaissent l'histoire de la réincarnation. Ils savent que l'âme qui vient de partir, c'est-à-dire qui vient de changer de dimension, n'est pas partie, il va encore revenir. Mais là où c'est tellement important pour ceux qui croient bien sûr à la réincarnation, moi je crois à la réincarnation, ceux qui ne croient pas à la réincarnation, donc ils auront le temps aussi de comprendre cela, c'est que toutes les expériences que vous avez acquises dans
dans une incarnation donnée, je suppose dans notre existence actuelle, je suis en train de parler devant vous. Peut-être que j'ai dans un monde passé acquis certaines connaissances que je suis en train de véhiculer aujourd'hui. C'est pour cela que vous avez dû constater qu'il y a certaines personnes qui naissent avec certains talents ou bien avec certains pouvoirs. Ça n'a même pas d'âge. C'est parce que cet individu dans les vies passées a déjà acquis certaines connaissances, a déjà pratiqué cela, à tel enseigne que quand il est né, cela devient naturel chez lui. Ça devient spontané. Donc à cette personne-là, on dit que en fait, vous vous réincarnez pour bénéficier de vos grâces et maintenant pour corriger en quelque sorte vos erreurs aussi. Parce que tous autant que nous sommes, nous avons une mission sur Terre. Donc le plus important, quand vous connaissez votre mission sur Terre, c'est plus facile pour vous de bien jouir de votre existence sur Terre. Là, vous ne vous divaguez pas totalement. Donc la réincarnation, c'est quelque chose que tout homme fait. Vous prenez votre corps, le corps, que ce soit fille, le corps d'un mâle ou bien le corps d'une femelle, en fonction de l'énergie ou bien en fonction des expériences que vous choisissez, que vous avez choisi de faire. Même les maîtres, à un moment donné, quand vous atteignez un niveau de d'éveil spirituel, c'est-à-dire je prends le niveau christique, les maîtres, vous avez la possibilité de vous incarner ou bien de ne pas vous incarner, c'est-à-dire de rester dans le monde de la béatitude. Mais les maîtres choisissent volontairement de s'incarner tout en gardant, quand vous atteignez ce niveau, c'est-à-dire vous avez la possibilité de garder votre corps physique que vous avez eu dans les incarnations passées, vous pouvez garder cela et revenir, comme vous pouvez prendre votre temps pour aider ces âmes qui sont sur terre pour leur accompagnement spirituel. Toujours spiritualité dans cette édition, Dieu le créateur du ciel et de la terre a deux dimensions qui ne sont rien d'autre que ces dimensions accessibles et inaccessibles. Pour l'instructeur spirituel Eusèbe Arondinou, Dieu est à la fois mystère et connaissance. Suivons-le pour plus d'explications au micro de Jacques Marion d'Almeida. Cette force a deux dimensions fondamentales de sa nature intrinsèque. Il y a la dimension inaccessible et la dimension accessible, c'est-à-dire la dimension mystère et la dimension connaissance. Dieu est à la fois mystère et Dieu est à la fois compréhension, à la fois compréhension, à la fois connaissance. Dans sa dimension compréhensive, dans sa dimension accessible, il y a ce qu'on appelle les quatre fonctions. Ces quatre fonctions qui sont les deux propriétés divines qui permettent de réaliser la transcendance ou bien de réaliser la compréhension de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Ces quatre propriétés ou ces quatre fonctions sont les quatre fondements de la nature de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Ce sont les quatre piliers sur lesquels est assis le cosmos qui est l'ordre de Dieu, l'ordre divin. Nous avons la vie, qui est la première fonction. La vie, c'est Dieu même en tant qu'infiniment grand et éternellement illimité. La vie, c'est Dieu même, la vie est l'identité de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La vie est l'identité de Dieu. C'est en réalité l'expression de Dieu, le Dieu qui n'a pas de nom. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on parle de la vie a quatre éléments. Là on parle des quatre éléments de la vie. Bien que ça nous fait rentrer dans la géométrie sacrée, nous avons le temps, nous avons l'espace, nous avons l'énergie, nous avons la matière. Le temps est l'enfant de la vie et l'esprit de la vie. Vous voyez? L'espace est en réalité l'expansion de la conscience de la vie. L'énergie est la forme première de la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on parle d'une année, une année est le principe synthétique du temps et de l'espace. Ça fait 1.
Deux, une année est un être spirituel. Parce qu'une année est la configuration de 3 éléments fondamentaux de la vie. Nous avons le temps, nous avons l'espace, nous avons l'énergie. C'est que fait d'une année un être. Est-ce qu'on me comprend? Parce que vous n'êtes pas savoir que vous-même vous êtes un être. Vous êtes un être d'abord prime, esprit, âme, corps. C'est de la même manière que l'année est un être spirituel, en ce sens que c'est une configuration de 3 éléments fondamentaux de la vie, c'est-à-dire le temps, l'espace et l'énergie. Et ça, si vous comprenez. Donc, d'abord, l'année est un être spirituel. L'année est le principe synthétique du temps et de l'espace à travers l'énergie. Est-ce qu'on me comprend? À travers l'énergie. Donc, l'année, je le répète, l'année est le principe synthétique du temps et de l'espace à travers l'énergie. Voilà, quelle que soit la forme et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Pour la page inter de cette édition, Anifat Boukari nous emmène au Tchad, au Cameroun, en Mauritanie et en France suivi. Au Tchad, l'armée a annoncé la mort du président maréchal Idrissa Déby, tout juste réélu à la tête du Tchad, dans un communiqué ce mardi 20 avril 2021. Cet allié indéfectible de la France au Sahel dirigeait d'une main de fer son pays depuis 30 ans. Âgé de 68 ans, il était le tout-puissant chef d'État du Tchad depuis son coup d'État le 2 décembre 1990 qu'il avait fomenté avec l'aide de la France. Militaire dans l'âme, il dit qu'il ne rechignait jamais à enfiler son treillis, est mort sur le front face aux rebelles qui, depuis des années, remettent en cause son pouvoir. Au Cameroun, à Douala se tiennent les obsèques de Monseigneur Christian Toumi, l'archevêque émérite de la ville, premier cardinal camerounais, personnage influent de l'histoire moderne du pays, est décédé le 3 avril à l'âge de 91 ans. Des milliers de personnes ont suivi lundi le transfert du corps de l'hôpital militaire à la cathédrale Saint-Paul où il est enterré ce mardi à l'issue d'une cérémonie à laquelle assisteront de très nombreux notables. Malgré son âge avancé et sa retraite, Monseigneur Toumi s'était beaucoup investi dans la recherche d'une sortie de crise dans les régions anglophones. En Mauritanie, les autorités sanitaires ont choisi Rosso, dans le sud, une ville frontalière avec le Sénégal, pour donner officiellement le coup d'envoi de la vaccination en province lundi 19 avril. Comme ce fut le cas le 26 mars dernier à Nouakchott, les opérations de vaccination ciblent d'abord le personnel médical, les personnes âgées et les patients atteints de pathologies chroniques. Le coup d'envoi de cette troisième phase de la campagne nationale de vaccination a été donné au centre hospitalier de Rosso, capitale d'une grande région du sud, le Trarza. Les premières gouttes du vaccin AstraZeneca ont été administrées d'abord aux médecins du centre hospitalier régional du Trarza, suivi des infirmiers et d'autres membres du personnel soignant, notamment ceux qui reçoivent généralement les personnes atteintes du Covid-19. Et pour finir en France, le président de la République française, Emmanuel Macron, s'oppose dans un entretien à la légalisation du cannabis récréatif et réaffirme sa volonté de lutter contre les trafics. Il enterre ainsi par avance les travaux de la mission parlementaire cannabis et promet un grand débat national sur les drogues avant la présidentielle. La confirmation d'un virage sécuritaire alors que certains parlementaires estiment que la légalisation peut combattre plus efficacement le trafic de cannabis. Sport pour finir, le championnat national de football du Bénin, nouvelle formule, aborde ce mercredi 21 avril les playoffs au programme. AS Cotonou reçoit Buffle FC à René-Pléven. Éternel FC se déplace sur les installations de Beke FC à Kondi. Dynamo de Parakou accueille Requin FC au stade municipal de Parakou. ESAE FC joue
contre Dragon FC à Lokossa. Ayema SC affronte Audio de Komé dans son nouvel entre à Bobé. Enfin, Damissa de Ndali croise les crampons avec Azos à Parakou le jeudi 22 avril 2021 en clôture de cette deuxième journée. Les équipes qualifiées entament cette étape par la deuxième journée en raison du report de la première initialement prévue le week-end écoulé sur demande de plusieurs clubs. Dénommée Super League Pro, cette phase regroupe les 12 meilleurs clubs issus de la Ligue Pro. Mesdames et messieurs, c'est sur cette page sportive que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à toutes et à tous.